Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Aucune nouvelle nomination n'a été effectuée au centre de tabulation selon son directeur, M. Robinson Cherilus, qui a donné la garantie que toutes les actions seront menées en toute transparence. La date du 9 octobre sera respectée pour la tenue des prochaines élections. C'est ce qu'a confirmé le directeur du registre électoral, Philippe Augustin, qui revient de Dubaï où les bulletins seront imprimés. Le professeur Auguste de Meza appelle à la mise en place d'un front des indignés pour protester contre les dangers qui planent sur les propriétés privées. Le Conseil électoral provisoire dément toutes les rumeurs circulant autour du centre de tabulation, faisant état notamment d'une série de nouvelles nominations. Lors d'une conférence de presse ce mardi, le directeur du centre a donné la garantie que toutes les actions seront menées dans la transparence. Une série de mesures ont déjà été adoptées. Robinson Cherilus a parlé de rendre disponibles les procès-verbaux électroniquement tout de suite après les élections. Il dit également souhaiter que les membres des bureaux de vote puissent contribuer à cet exercice en remplissant correctement les procès-verbaux. Les matériels sensibles commenceront à arriver en Haïti à partir du 17 septembre, selon le directeur du registre électoral, Philippe Augustin, qui vient d'effectuer une visite à Dubaï où sont produits les bulletins. Il affirme qu'il n'y aura pas de retard dans la livraison des bulletins de vote. Le directeur du registre électoral a indiqué également que le processus de réforme au niveau de la machine électorale avançait bien. Les superviseurs et membres de bureaux de vote sont en passe d'être totalement sélectionnés. Philippe Augustin s'est montré optimiste quant à la possibilité pour le CEP d'être fin prêt pour les élections du 9 octobre. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, se réjouit de la relance de la dynamique électorale en Haïti. Dans un rapport au Conseil de sécurité, à 45 jours de la fin du mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, M. Ban soutient que les préparatifs des élections sont en cours, bien que l'incertitude demeure concernant les modalités de gouvernance provisoire. Dans son rapport, le secrétaire général des Nations Unies a révélé que les autorités haïtiennes ont conclu un accord avec les organismes des Nations Unies pour que ceux-ci continuent de fournir un appui opérationnel au Conseil électoral, bien que de moindre importance que lors des précédentes élections. En ce qui a trait à la gouvernance, M. Ban assure que la chef de la MINUSTAH apporte une assistance pour favoriser un consensus. Il rappelle que le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, M. Hervé Latsous, lors de sa visite en Haïti, avait exhorté l'ensemble des interlocuteurs haïtiens à trouver une solution à la crise prolongée de la gouvernance et à tout faire pour que le processus électoral s'achève rapidement. L'homme d'affaires Marc-Antoine Accra a interjeté appel suite à l'ordonnance du juge Berge Haut-Surpris qui l'a envoyé par devant les assises criminelles sans assistance de jury. Dans une interview accordée à Télémétropole, le commissaire du gouvernement de la Cour d'appel de Port-au-Prince, Jean Carve Jean, a précisé que le dossier du bateau de Manzanares qui a inculpé Marc-Antoine Accra et plusieurs autres personnes a été transféré la semaine dernière à la Cour d'appel. Jean Carve-Jean a également précisé que l'affaire sera entendue lors de la rentrée prochaine en octobre. Nous-mêmes, en tant que chef de la poursuite, commissaire du gouvernement, chef de la poursuite et partie principale au procès, nous avons pour devoir vraiment faire de recevoir le dossier, de l'analyser et de le mettre vraiment fait en état de recevoir un jugement. Mais nous connaissons que nous-mêmes, dans la période de vacances, c'est-à-dire que nous, ce n'est pas un roulement que nous opérons dans le cours d'appel là, nous pouvons aller étudier le dossier, nous pouvons travailler sur lui et puis nous pouvons mettre en état pour que le jugement soit capable de faire correctement au cours du mois d'octobre, à la rentrée des tribunaux. Le commissaire gouvernement, une fois qu'il recevra le dossier, il pour l'analyser, pour le travailler sur lui, et puis après c'est pour rédiger un acte réquisitoire définitif pour le déposer dans le parquet près de la cour d'appel
de Port-au-Prince côté là. Maintenant, après les parties fin prend ça les connaissances de réquisitoire là, nous allons faire ce que nous doit pour dossier ça lui-même en état pour capable recevoir les gens parce que coup d'appel là sont rejugés que liés. Des opérateurs de saisie de données de l'Office national d'identification ONI manifestaient dans les rues de la capitale ce mardi. Ils réclamaient de meilleures conditions de travail et la nomination d'employés contractuels. Visiblement très remontés, ils ont annoncé qu'ils allaient observer un arrêt de travail jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Reportage Éloge Milfort et Léel Paul. Crise à l'Office national d'identification, les opérateurs de saisie n'en démordent pas. Ce mardi matin, ils ont marché à travers les rues de la capitale pour continuer à exiger de l'État haïtien leur nomination, ainsi que de meilleures conditions de travail. De 11 ans, nous avons depuis notre travail dans l'État, nous avons signé un contrat. Jeudi, c'est tout à fait normal pour que nous soyons capables de réclamer nomination. Donc jeudi, là, nous organisons une marche. Côté c'est tout. Et employés dans tous les 10 départements pays qui débarquent dans la Coupe Port-au-Prince pour que nous venions montrer, M. Fièvre, que 11 ans nous perdus, nous pas décidé de perdre plus. Parti du bureau central de l'ONI à Babiole, les opérateurs protestataires ont fait une pause devant le ministère de la Justice au niveau de l'avenue Charles Sommer. Il s'agissait pour ces derniers de soumettre au ministre Camille Edouard Junior leur cahier de doléances. Le ministère de la Justice, c'est le ministère de tutelle, ONU. Donc, c'est lui qui est grand monde nous. Puisque le directeur FFT dit que l'Ichita met foi avec le ministre de Justice, Edouard Camille Junior, donc avec le président River. Donc, c'est eux-mêmes qui peuvent pencher sous nous. Je dis à la nous paraître pour nous montrer que nous plus déterminés qu'avant pour que nous soyons capables de jouer une nomination. D'ici le 15 septembre, il faut l'être nomination nous dans nous. Ce mouvement de rue orchestré par les opérateurs de saisie à l'Office national d'identification a reçu le support de plusieurs organisations de la société civile, dont des organismes de droits humains, notamment le Réseau national de défense des droits humains RNDDH, dont la militante Marie-Hélène Gilles en est un des responsables. Directeur qui l'a joué aujourd'hui, au lieu de t'acheter avec ramasser de l'élection, là-bas des mauvais caractères, la menacer pour les révoquer. Donc c'est pour ça RNDDH accompagne parce que c'est violation de droits pour le travail. Sous contrat depuis environ 11 ans, ce sont plus de 300 opérateurs de saisie et membres du personnel de l'Office national d'identification qui exigent des autorités leur nomination. Et au-delà de cette marche pacifique qui a pris fin devant le Parlement haïtien ce mardi, et à moins de mois de la tenue des prochaines élections, ces employés contractuels annoncent un arrêt de travail jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Pour Télémétropole à travers les rues de Port-au-Prince, Éloge Milfort et Léel Paul. Le professeur Auguste de Meza, réagissant à l'incident survenu mardi dans la maison de la famille Perry, dit ne pas s'étonner du laxisme de l'État. Il appelle à la constitution d'un front des indignés. Les hommes politiques haïtiens doivent passer de la parole aux actes, affirme le professeur de Meza. Pour lui, tous les Haïtiens, quelle que soit leur origine sociale, doivent cesser d'avoir une mémoire sélective pour enfin prendre au mot les politiciens et réclamer des résultats. Aussi longtemps que la population continuera de se taire, l'anarchie régnera en maître en Haïti, affirme Auguste de Meza. Le Front des indignés ne doit pas être simplement représentatif par 2 ou 3 personnes qui ont le courage de se présenter par devant la caméra ou à l'arrière d'un micro. Le Front des indignés doit donc augmenter chaque jour. M. Perry n'est pas un habitué des caméras, mais on a agressé son bien, il a accepté de parler. Donc j'appellerai à mon ami de continuer aussi à dénoncer les choses. Il ne faut pas attendre qu'on soit victime. On est tous potentiellement une victime de demain. Arrêtons de nous mentir. Oui, mais 30 ans de déchéance de l'ensemble des institutions d'État ne peuvent conduire qu'à une anarchie. Nous sommes maintenant à un seuil de cette descente aux enfers où il existe exactement 2 possibilités. Soit on s'agrippe et on remonte rapidement la pente pour sortir de cette situation, soit nous allons continuer à nous enfoncer et obligatoirement il y aura
un seuil irréversible. Et au niveau de ce seuil irréversible, il faudrait s'attendre à la violence des rues, que les résignés sont dominants actuellement en Haïti. Il y a un petit groupe qui domine la majorité parce que nous acceptons d'être des résignés. Nous refusons de faire partir de ce grand front des indignés. Un individu a attaqué dans la nuit de lundi à mardi les locaux du Ciné Triomphe au Champ de Mars. Il a lancé des pierres en direction du bâtiment fraîchement rénové. Plusieurs vitres ont été brisées. Surpris en flagrant délit, celui qui a commis ce forfait, présenté comme un déporté, a été arrêté par la police qui annonce l'ouverture d'une enquête. Suite à la récente visite du chancelier dominicain en Haïti, il semble que la question ait été évoquée de lever l'interdiction d'importer 23 produits dominicains par voie terrestre. Pour parler de cette question, nous avons avec nous ce soir M. Jean-Robert Argan, qui est un ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et l'actuel coordonnateur général du collectif du 4 décembre. Bonsoir, M. Argan. Bonsoir, M. Clan. Je suis bien content de pouvoir partager ce moment-là avec vous autres et de débattre de ce problème qui nous concerne tous. Très bien. Monsieur Argan, au moment où cette interdiction avait été posée par le gouvernement Martelly-Lamotte, vous l'aviez approuvée sans réserve. Aujourd'hui qu'il est question de lever ces sanctions, est-ce que vous avez des motifs d'inquiétude? Bon, absolument. La première chose qui nous vient en tête, c'est que nous nous posons cette grande question. Pourquoi ce revirement du gouvernement? Donc il faudrait peut-être faire un peu la genèse de cette affaire. Le 15 septembre 2015, sous la présidence de M. Martelly et l'ex-premier ministre Evans Paul, il y a eu une mesure prise d'interdiction d'importation par voie terrestre de 23 produits en provenance de la République dominicaine. Et il y avait une raison bien fondée, ou des raisons bien fondées, elles étaient claires. D'abord, et le gouvernement dans ce communiqué, parce qu'il y avait eu un communiqué, et ce gouvernement, M. Clan, avait dit à l'époque, dans le communiqué, que premièrement, il voulait s'organiser pour avoir un meilleur contrôle de la qualité des produits qui nous revenaient de la République dominicaine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on venait de subir cette avalanche de farine avec des ingrédients empoisonnés, notamment le bromate de potassium. On a connu l'affaire des salamis, on a connu l'affaire des poulets, etc. Bref, donc pour le gouvernement, il fallait avoir un contrôle beaucoup plus serré de la qualité des produits, de façon à protéger quand même la santé du citoyen haïtien. Et la deuxième chose, c'est que dans le communiqué d'alors, le gouvernement avait dit que le deuxième avantage que ça donnerait, c'est que ça permettrait une entrée beaucoup plus aisée et contrôlée des fonds dans les caisses de l'État. Ça veut dire que ceci allait damer automatiquement le pion à la contrebande. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la frontière terrestre, ces 4 postes frontaliers, les 4 postes officiels, puisqu'il y a 54 points de passage quand même, mais il y a 4 postes officiels, c'est totalement poreux et on n'a pas un contrôle serré et vraiment qui nous permette d'avoir des entrées allant dans les caisses de l'État. Ces entrées que nous avons allaient plutôt de la poche des gens qui faisaient plus ou moins la contrebande. Maintenant, ceci a été fait, nous avons appuyé sans hésitation aucune. Parce que derrière tout ça aussi, l'avantage que ça donnait, c'est que ceci protégeait automatiquement nos entreprises locales, notre production nationale. Parce que les produits qui venaient comme ça de la République dominicaine, vraiment, et qui passaient en contrebande,
donnait quand même un sale coup à nos entrepreneurs locaux, à nos entreprises locales. Et pour nous, nous avons toujours défendu et nous continuons de défendre la production nationale. Parce que, au fond, et nous parlons à ce moment-là de développement, on ne va pas développer un pays en faisant entrer un produit et en classant un goût d'écart en poche, et puis c'est tout. Non, c'est l'émergence de nouvelles entreprises, c'est la production nationale qui peut vraiment nous donner l'avantage d'aller vers un développement. Et au fond, qui doit aussi contrôlerait cette inflation. Et maintenant, on aurait aussi cette pression sur la pression monétaire, on aurait diminué. Nous n'aurions pas à faire cette exportation du dollar. Donc, il y a des avantages. Et ce qui est intéressant, ce qui était intéressant, c'est que automatiquement, ça donnait vraiment un cran d'arrêt à cette invasion de produits au détriment de nos producteurs locaux. Voilà, mais Monsieur Argan, si je comprends bien, le bilan que vous dressez de cette presque année, puisque c'était le 15 septembre, nous sommes aujourd'hui le 6 septembre, le bilan que vous dressez de cette interdiction d'importer a été positif pour Haïti à plusieurs points de vue. Bon, et il faut dire que le mois après l'entrée en vigueur de cette mesure, en septembre 2015, on avait quand même 1,4 milliard de gourdes entrées dans les caisses comme recettes pour l'État. Maintenant, ce qui arrive, c'est que la contrebande continuait quand même, mais pas de façon aussi insolente, puisque finalement, il y avait les yeux grands ouverts sur ce qui se passait, et ceci a créé quand même chez nous une augmentation au niveau des emplois, puisque les entreprises locales, lorsqu'il y avait ce contrôle et il n'y avait pas cette avalanche de produits, le producteur local commençait à avoir une bouffée d'oxygène. Nous avons les pâtes alimentaires qui subissaient et qui maintenant qui reprenaient et qui refaisaient surface. Donc définitivement, et encore ce qui est vraiment l'avantage de tout ça, c'est que ça donnait quand même à nos entrepreneurs la sensation qu'ils avaient derrière eux un gouvernement qui les appuyait et qui aidait la production nationale et protégeait les entreprises locales. Oui. Votre association, le collectif du 4 décembre, a fait paraître un communiqué de presse le 3 septembre, avant-hier, samedi, où vous semblez vous alarmer à l'idée que ces sanctions puissent être levées. Quelles seraient, selon vous, les conséquences pour la population, pour l'économie, pour la douane, pour la production nationale? Quelles seraient les conséquences de cette levée de l'interdiction? D'abord, je crois que ce qu'il faudrait voir, si le gouvernement actuel et si le ministre des Finances, parce que c'est lui qui va probablement faire sortir ce communiqué, parce qu'il faut un communiqué pour abolir l'autre, etc., et pour mettre en veilleuse ou bien abolir l'autre, pour venir avec cette mesure que comptait prendre le gouvernement actuel. Et ce qu'il faut voir, si cette mesure était prise par le gouvernement, cette mesure de retrait de cette restriction d'alors, quel signal ça lancerait? Quel signal ça lancerait à nos entreprises? Qu'est-ce que ça donnerait comme impression à ceux qui investissent quand même en Haïti? À ce moment-là, ils verront qu'ils n'ont aucune protection. Donc c'est un très mauvais signal sur l'avenir ou sur l'envie d'aller et d'investir dans notre pays. Maintenant, autre chose, pourquoi ce revirement subit? Est-ce que ça veut dire qu'entre-temps, est-ce que les autorités veulent nous faire comprendre que subitement, elles sont arrivées à juguler le mal et que subitement, elles ont pu et elles peuvent garantir la qualité de production et que subitement aussi, elles arrivent à avoir un contrôle complet et serré des importations par les voies terrestres. Parce qu'il n'y avait pas eu d'embargo de ces produits, il y a eu simplement
ce contrôle qu'on voulait faire par les voies maritimes et la voie aérienne, là où la structure était en place pour avoir ce genre de contrôle. Est-ce que maintenant, en enlevant ceci, ça veut dire, est-ce que le gouvernement veut nous dire que tout ceci est en place? Est-ce que de cette entente, est au bénéfice de notre pays, au bénéfice d'Haïti, au bénéfice de l'État dominicain, là où nos citoyens, nos compatriotes sont malmenés et, comme vous le savez, nous ne pouvons vraiment pas continuer à simplement donner des avantages à l'État dominicain et pénaliser nos entrepreneurs. Ça n'a aucun sens. Nous sommes en train de... Ces responsables doivent comprendre que c'est un pays qu'ils dirigent. Ils ne dirigent pas un petit commerce de copains ou d'individus, mais c'est tout un pays. Et il y a toute une structure à mettre en place. À qui, donc, profite ce revirement? C'est une grosse question que nous posons. Oui. Il est vrai que le mot embargo n'avait jamais été utilisé pour la simple et bonne raison que ces produits n'étaient pas interdits d'entrer sur le territoire haïtien, mais interdits d'entrer par la voie terrestre. Ils pouvaient toujours utiliser les voies maritimes et aériennes. Monsieur Argan, une dernière question. Au cas où le gouvernement haïtien irait jusqu'au bout de cette décision et que les sanctions soient levées, est-ce que vous seriez prêt à organiser une manifestation dans le genre de celle que vous aviez organisée le 25 février 2015 pour défendre votre intérêt et l'intérêt du pays? Pas votre intérêt, pardon, mais l'intérêt du pays? Écoutez, on est plusieurs organisations vraiment à avoir pris cette position où nous demandons de maintenir cette restriction, justement pour protéger nos entreprises, pour protéger l'avenir de nos entrepreneurs, pour créer plus d'emplois chez nous. Ce que nous demandons maintenant, est-ce que, avant de répondre directement à votre question, quelles mesures nous prendrons au cas où le gouvernement actuel aurait décidé de piétiner les intérêts nationaux, nous disons, est-ce que dans leur tractation avec la République dominicaine, est-ce qu'il y a une parité des échanges? Est-ce que les Dominicains auront aussi accepté que nos produits traversent la frontière sans problème? Est-ce que notre rhum pourrait traverser ce problème? Est-ce que notre farine pourrait traverser ce problème? Est-ce que ce que nous produisons, est-ce que les Dominicains accepteront que ça passe? Les pâtes alimentaires, est-ce qu'on peut, à ce moment-là, faire traverser ces produits automatiquement en République dominicaine? C'est ça. Si la réponse est non, et pour quelle raison on doit accepter? Maintenant, comme je viens de dire, si le gouvernement actuel décide de piétiner les intérêts nationaux et de satisfaire cette demande de la République dominicaine, cette demande de ceux qui sont et qui font leur fortune dans une forme de contrebande par cette voie terrestre, à ce moment-là, je crois que les organisations qui déjà défendent le droit du citoyen, ces organisations qui défendent les producteurs, on va se mettre certainement ensemble et envisager quelle réponse donner pour que le gouvernement comprenne qu'il faut penser par 2 fois ou par 10 fois avant d'oublier le pays au profit de notre pays. Monsieur Argan, merci infiniment pour cet éclairage que vous donnez à cette affaire. Ce sera une affaire à suivre très certainement, puisque le gouvernement va devoir se prononcer sur cette question. En tous les cas, nous rappelons que vous êtes le coordonnateur général du collectif du 4 décembre qui, depuis le début, avait appuyé totalement et sans réserve ces mesures prises à l'encontre de la République dominicaine. Merci infiniment de votre intervention, Monsieur Argan, et à très bientôt. Merci, et nous souhaitons que notre gouvernement use de sagesse dans les mesures à prendre, parce qu'il y va de l'avenir de notre pays. Merci, Monsieur Argan, et bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Même heure, même chaîne.